Et on a pu vraiment montrer les coulisses du bâtiment, comme ça s'appelle, en montrant l'intérieur d'une base vie, en leur montrant comment on dirige un chantier, comment on coule certains murs et certains éléments. Avec la grue qui tourne, le chef de chantier qui parle dans son talkie-walkie. On était vraiment dans l'ambiance, c'était très sympa. Skill Me Up. Bienvenue sur Skill Me Up, le podcast qui développe tes compétences et celles de tes équipes. Chaque semaine, avec mes invités, on décode les éléments clés d'une stratégie de formation pertinente et petit à petit, on t'aide à construire la tienne. Je suis Delphine Moncorgé et je t'invite à me suivre dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Skill Me Up. Aujourd'hui, je reçois Sandra Rouge. Sandra est responsable RSE et communication chez SNRB, une entreprise générale de construction implantée en Île-de-France. Bonjour Sandra. Bonjour Delphine, ravie d'être ici. Merci pour l'invitation. Et je t'en prie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de RSE de manière assez spécifique car il s'agit de mettre en place une culture RSE dans un secteur réputé comme polluant. Mais avant cela, est-ce que tu pourrais te présenter en 3 points, 3 éléments? Ça peut être des dates, des chiffres clés, s'il te plaît. Pour le quintet gagnant, ce sera 3 chiffres. Alors le premier chiffre, ce sera le chiffre 7 pour 7 ans d'expérience dans le secteur de la construction. Ça sera ensuite le chiffre 2 pour 2 ans en tant que responsable RSE et communication chez SNRB. J'en suis plutôt fière. Et ensuite, on aura le chiffre 8. Pourquoi ? Pour le 8 mars 2023, date de ma journée favorite de toute ma carrière, jour où nous avons ouvert un de nos chantiers, le CDFAS, qui était un chantier, une base arrière pour les Jeux Olympiques, que nous avons ouvert au public pour la journée des droits des femmes le 8 mars, où 60 femmes chefs d'entreprise sont venues visiter le chantier. Ça a été une très belle expérience et notamment une des plus jolies et des plus belles expériences de ma carrière, je pense. Et en plus d'avoir fait visiter le chantier, c'était les derniers jours de mon CDD. Monsieur Kakir m'a proposé ce jour-là mon CDI. J'ai donc mon contrat de travail qui est daté au 8 mars. Très, très cool. Waouh, super. Merci Sandra. Pour commencer, quand on parle de culture RSE dans un secteur comme le BTP, donc réputé polluant, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? Alors tout d'abord, la RSE, qu'est-ce que c'est ? C'est 3 lettres, mais pas que. Le R pour la responsabilité, le S pour le social-sociétal, le E pour l'environnement des entreprises. Donc grosso modo, c'est la prise en compte d'une entreprise des enjeux du développement durable. Le but en tant qu'entreprise, c'est d'intégrer ces enjeux-là et de modifier notre business model. Et comment on va s'y prendre ? Le secteur du BTP, c'est un secteur qui est quand même assez polluant, il faut l'avouer. Ça a été prouvé par diverses études. C'est un des secteurs les plus polluants à l'échelle mondiale, on le sait tous. Donc il faudra améliorer les pratiques. Et les pratiques, elles sont pas exclusivement environnementales, parce qu'il y a aussi le social. Donc comment on va faire ? On va s'impliquer, notamment sur l'aspect social, donc pour les salariés, etc. Et on va voir la partie environnementale, la partie climat. Donc voilà ce qu'on pourrait dire. Et nos buts, nous, c'est pas simplement de construire des bâtiments, c'est d'améliorer nos impacts, qu'ils soient environnementaux et sociaux, améliorer la société dans laquelle nous évoluons en tant qu'entreprise, et surtout que notre entreprise contribue à bâtir une société plus agréable pour l'avenir. Ok. Et alors donc chez SNRB, par où vous avez commencé concrètement ? Quelles ont été les premières actions ou décisions structurantes pour commencer ? Tout d'abord, il y a eu un diagnostic sectoriel, c'est-à-dire que le diagnostic a été fait sur notre secteur d'activité qui est le BTP. Quels sont les enjeux qu'on retrouve de manière générale ? Le diagnostic a été élaboré en premier en interne, donc on a demandé l'avis de nos collaborateurs. La direction était déjà elle-même très convaincue qu'il fallait en faire et qu'il fallait prendre le train avant qu'il arrive sur le quai. Et ensuite, nous avons fait appel à un cabinet de consulting externe nommé Enco Conseil, qui est un cabinet spécialisé dans la RSE dans l'immobilier, et qui a pu solliciter nos clients, nos fournisseurs et divers partenaires commerciaux pour construire cette fameuse démarche RSE qui a été créée courant 2023, démarche qui repose sur 4 piliers. Donc nous avons bâtir décarboné, où nous allons faire en sorte que nos activités soient beaucoup plus décarbonées, notamment en utilisant du béton bas carbone, en faisant en sorte d'utiliser des matériaux biosourcés, en faisant diverses activités comme ça pour vraiment réduire l'impact des bâtiments qu'on va construire ou réhabiliter ou concevoir. On va ensuite avoir la partie préserver les ressources. Là, c'est le deuxième pilier où nous allons essayer d'instaurer du réemploi, limiter nos consommations d'eau et d'électricité, notamment sur nos chantiers, et réduire ces impacts-là. Ensuite, nous aurons le troisième pilier qui est engager nos partenaires. Nous faisons de la RSE, c'est très bien, mais si notre écosystème pouvait en faire, c'est encore mieux.
Ouais, c'est clair. Fournisseurs, sous-traitants, clients. On sensibilise tout le monde à la RSE et on essaye de les embarquer dans notre démarche. Et en quatrième, être une entreprise bienveillante. En quoi ça consiste? Valoriser tout ce qui est ressources humaines en interne, donc valoriser nos salariés, valoriser les actions qui sont faites, valoriser la diversité des corps de métier et ce qu'on peut retrouver dans notre entreprise, et surtout se comporter correctement en tant qu'entreprise. Donc suivre notre code de bonne conduite que nous avons créé dans le cadre de notre démarche RSE, le faire appliquer à nous en interne et le proposer en externe pour montrer vraiment nos véritables valeurs d'entreprise. Et alors du coup, comment tu as mobilisé les équipes autour du sujet? Parce que tu dis, qu'il y avait un petit peu de retard dans ce secteur qui revient de loin, parce que dans une PME, on sait que la RSE, ça doit pas juste venir de la direction. Donc, comment tu as fait pour que les gens s'emparent du sujet, après ces étapes, après ce diagnostic et dans le cadre de ces 4 piliers? Bah, tout d'abord, il y a une communication interne. Qu'est-ce que les salariés veulent faire? Qu'est-ce que la direction veut faire? Comment on accorde tout ça ensemble pour que ça fonctionne? Ça, c'était le premier point un peu. Ensuite, on a eu de la sensibilisation. Donc une fois que la démarche a été faite, on sensibilise. Il y a eu évidemment un affichage RSE qui a été mis en place dans le réfectoire qui permet de dire toutes les news et tout ce qui se passe et ça permet de tenir les salariés au courant, voire très actifs, en disant quel quart d'heure RSE il va y avoir prochainement. C'est des shorts qui durent que 15 minutes où on parle d'un seul sujet RSE en particulier, une thématique, et on sensibilise pendant 15 minutes et on en discute. C'est collaboratif. Ça, c'était fait en interne ou vous faisiez appel à un cabinet? En interne, par moi-même, donc j'ai fait le quart d'heure RSE sur le carbone, où j'explique le résultat de notre bilan carbone. D'accord. Et il va y avoir un quart d'heure RSE pour le siège, donc vraiment assez théorique et en même temps pour favoriser le dialogue en interne, où les salariés vont pouvoir discuter, dire leurs ressentis. Et on va également avoir les quarts d'heure RSE sur le chantier, où là, je vais aller voir nos compagnons et les ouvriers en disant, voilà le résultat du bilan carbone, et vous, je compte sur vous, comment on peut améliorer? Quelles sont vos idées? Mmh. Et c'est toi à chaque fois qui allais sur tous les chantiers ou tu t'es appuyé sur d'autres personnes qui auraient pu, te relayer sur les différents chantiers? C'est de la collaboration. Je travaille principalement avec les chefs de chantier, avec la direction qui passe souvent, avec nos ingénieurs travaux qui vont chapeauter le chantier. Et puis, ce qu'il faut voir aussi pour vraiment engager les salariés, c'est de regarder leur combat personnel. Certains salariés étaient déjà très engagés avant d'être, dans le milieu pro. On en a certains qui sont très engagés sur la situation du handicap, d'autres qui adorent la biodiversité, qui veulent la préserver. Le but, c'est de chercher les combats personnels des salariés et de les amener dans la sphère professionnelle. Mmh. Et comment tu as fait pour, justement aller chercher ces combats, personnels? En fait, tu les as interviewés? En discutant à la machine à café, le gros standard, D'accord. plus on partage des moments conviviaux en entreprise, plus ça fonctionne parce que les gens sont contents. Donc le but, c'est tout simplement de discuter avec mes collègues, de me rendre compte de quels sont leurs vrais combats et qu'est-ce qui les anime quotidiennement et ça fait un engagement qui est beaucoup plus sincère et qui est beaucoup plus, intéressant, tout simplement parce qu'eux-mêmes sont déjà passionnés. Ouais, puis j'imagine que du coup, tu as pu, t'appuyer sur eux pour sensibiliser les autres? Complètement. J'imagine qu'il y a eu, des freins ou des résistances, au changement, au démarrage notamment de ta démarche. Comment, tu as procédé pour les contourner? Forcément, la RSE implique du changement. On est tous un petit peu réfractaires au changement. On aime bien nos petites habitudes et donc le but, ça a été de prouver comment la RSE peut être utile et forcément, il y a eu plein de questionnements en interne. Bah, première question du coup, est-ce que la RSE est utile? Mmh. C'est la première question qui est assez ressortie. Combien ça va coûter? Est-ce une nouvelle charge de travail supplémentaire pour nous? Donc pour tout ça, il a fallu prouver par A plus B comment ça fonctionne, comment la RSE pourrait être un véritable gain et pour les salariés et pour l'entreprise et l'image de marque, pour plein d'autres choses. Engager nos salariés qui étaient déjà très engagés de base, mais comme ils ont des combats personnels, autant les utiliser à bon escient. Mmh. Et puis on va voir aussi la sensibilisation via des quarts d'heure RSE, par thématique et notamment aussi la formation. Nous avons formé par exemple nos salariés à construire en chanvre sur nos chantiers, ce qui fait une véritable montée en compétences et ce qui a ravi plus d'un chef de chantier qui était très content de se former, sur autre chose que couler du béton. Donc c'était plutôt content. Ouais, j'imagine. On en parlait tout à l'heure, le BTP, c'est souvent un secteur montré du doigt justement pour son impact, environnemental négatif. Au-delà de ça, de façon plus précise, quelles, spécificités du secteur rendent la démarche plus complexe? Alors, il y a plein de spécificités dans le secteur. Tout d'abord, les enjeux climatiques. On a des objectifs à atteindre et comme la construction est un des secteurs qui pollue le plus, forcément, on va avoir un impact sur le climat. Et nous-mêmes aussi, le secteur va être impacté par le climat aussi. Parce que ce qu'on oublie, c'est que les assurances pourront peut-être pas rembourser un jour les bâtiments qui vont s'effondrer. Donc, on pourra avoir des enjeux pas seulement écologiques,
et sociétaux. On pourra avoir aussi des enjeux financiers. C'est là où la RSE pourrait être très utile, je pense. Et puis, on va avoir aussi tout un tas d'autres enjeux, notamment l'érosion de la biodiversité. Quand on construit un bâtiment, il y a une érosion de la biodiversité qui est certaine. On va avoir également, pour un aspect un peu plus technique, le manque de FDES pour les bilans carbone. Les FDES qui sont des fiches de déclaration environnementale et sanitaire et qui permettent de faire le calcul du bilan carbone sur site du chantier. Donc là, ça manque de certains acteurs qui sont des PME plus petites que nous, n'ont peut-être pas forcément les moyens de pouvoir faire une fiche par matériau de construction. C'est un peu plus difficile, voilà. Donc il faut aussi sensibiliser et les accompagner pour que le secteur évolue sur cet aspect-là. Puis on va avoir aussi le manque de gisements disponibles en fonction de la demande pour le réemploi. On nous demande de faire du réemploi, mais comment trouver le bon gisement et les matériaux de réemploi qui sont déjà présents, qu'on pourra réemployer? Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le réemploi, en fait? Comment ça consiste dans le secteur de la construction? Ah bah, dans le secteur de la construction, le réemploi, ça consiste à utiliser un matériau de construction qui a déjà été employé ailleurs. Donc par exemple, on déconstruit un bâtiment. Le but, c'est de prendre le matériau qu'on prend dans le bâtiment, qu'on a déconstruit, pour le réemployer sur un autre chantier dans un autre bâtiment. Donc ça peut être de l'isolation, ça peut être des portes, ça peut être des pavés. Et le but, c'est pas de juste détruire un bâtiment, de le déconstruire et de le jeter. Le but, c'est de prendre, d'utiliser et de donner une seconde vie, voire une troisième vie, voire plus. D'accord, mais tout ça, c'est structuré, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui démontent et qui revendent les morceaux, les portes justement, ou peut-être autre chose, les lavabos, ou je sais pas quoi. C'est ça? Absolument, c'est ça peut être des sanitaires, comme tu l'as dit, c'est exactement ça. C'est souvent d'ailleurs les sanitaires qui sont les plus faciles à mettre, en œuvre dans le réemploi. Et évidemment, il y a des entreprises spécialisées qui font, des plateformes notamment, où les professionnels, comme nous, peuvent, s'adresser pour pouvoir, mettre en place certains matériaux ou non. D'accord, OK. Ouais, c'est intéressant ça, du coup. Ça amenuise, l'impact carbone du coup, parce que du coup, c'est pas quelque chose de neuf. Mmh, OK. Quel impact ça a eu, par rapport à la concurrence? Est-ce que, du coup, ça vous a permis de vous différencier ou est-ce que finalement, c'est devenu une obligation dans le secteur et tout le monde s'y met? Est-ce que du coup, c'est devenu un levier de performance pour, SNRB, heu? Alors pour les grands groupes, effectivement, on est en concurrence souvent avec des grands groupes sur certains chantiers pour décrocher des appels d'offres. Et oui, les grands groupes, eux, sont obligés par certaines normes, notamment la CSRD, de faire de la RSE. Ouais, Donc ça, c'est le premier point. En revanche, chez nous, nous ne sommes pas obligés. Nous n'avons pas le chiffre d'affaires et le nombre de salariés assez important pour faire de la RSE de manière obligatoire. Donc nous le faisons de manière volontaire. Et c'est là où nous avons vu un véritable levier de performance. Pourquoi? Parce que ça améliore l'image de marque. Cela nous pousse à innover, à être pionniers dans notre domaine. Notamment, nous avons signé le premier partenariat d'Île-de-France pour les bétons bas carbone avec Lafarge. Donc ça nous a d'accord. poussé à faire meilleur que ce que nous proposons. Ensuite, on a pu renforcer les liens avec nos fournisseurs, comme Lafarge par exemple, et même comme d'autres, en leur demandant: «Qu'est-ce que vous faites pour améliorer vos prestations?» Donc on a, un échange qui est beaucoup plus fiable avec eux. On a une fidélisation et un ancrage de nos salariés qui est beaucoup plus important. Ils se sentent plus intégrés, encore plus dans la culture d'entreprise. Et puis on va avoir aussi une utilisation de la RSE pour remporter de nouveaux marchés. Comment ça se passe? Le but, c'est d'innover encore plus, même face à des concurrents qui sont obligés d'en faire, en allant vers des actions qui sont parfois plus sincères, parfois plus spécifiques Mmh, ou parfois aussi très adaptées à notre entreprise et à la taille que nous avons et surtout à l'histoire de notre entreprise. OK. Et est-ce que tu aurais des exemples justement, pour illustrer ça? Donc déjà, oui, effectivement, il y a la signature, du partenariat béton bas carbone, mais on va avoir, d'autres actions, plus diverses. En ce moment, nous sommes en cours de création de notre première démarche, pour la préservation de la biodiversité et ça a été effectivement très intéressant car, dans le cadre d'un appel d'offres, on nous a demandé: «Que faites-vous pour la biodiversité?» Donc on a dû, faire appel, à certains de nos salariés qui sont très passionnés par la biodiversité. Je pense à Catherine qui, fait partie des ressources humaines de notre entreprise justement, qui est très passionnée par ce sujet-là, pour aller lui poser des questions sur la petite faune, sur certaines espèces que nous pouvons retrouver et qui a pu prodiguer de très beaux conseils qu'on pourra retrouver dans notre, démarche et dans notre future politique. Très bien. Et quels résultats concrets tu as pu observer dans l'entreprise, depuis que tu as mis en place, donc ça fait, 2 ans si j'ai bien noté, hein, 2023, C'est ça. que tu as pu observer, bah, justement sur les salariés et notamment ceux qui étaient peut-être pas convaincus au départ, mais aussi, pour, vos clients, les partenaires. Quels résultats, quel impact, tu as pu voir? Bah, déjà, je sens que pour certains salariés,
Ils sentent une véritable valorisation de leur travail. En effet, c'est vrai que je suis aussi responsable communication, donc j'utilise la communication à bon escient pour, mettre en valeur, les salariés et notamment ceux qui sont un peu dans l'ombre. Parce qu'effectivement, on aurait peut-être tendance à mettre en valeur, plein d'autres salariés, mais pas forcément ceux qui mettent les pieds dans la boue. Mmh. Et je pense que c'est ceux qui sont les plus intéressants. Bon, les autres aussi sont aussi très intéressants à leur manière, mais c'est vrai que ceux qui construisent les bâtiments, ils ont une expertise très particulière. On a énormément de chantiers différents, de corps de métiers différents qui sont représentés. On coule du béton rouge, on coule du béton noir, on coule du béton blanc. Donc on a une diversité de réalisations et on a aussi une diversité de métiers. On a des coffreurs, des boiseurs, des grutiers et on a aussi des salariés qui sont là depuis plus de 30 ans dans notre entreprise. Donc c'est une grande fierté pour nous, forcément. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en valeur aux yeux du grand public, forcément. On a aussi un véritable bénéfice de faire de la RSE, on l'a vu chez nos clients. Parce qu'en effet, en fait, ils ont assimilé qu'on faisait de la RSE. Donc certains partenaires aussi, notamment des fournisseurs, nous ont contactés car eux-mêmes voulaient se lancer en RSE et nous ont demandé comment s'y prendre et quelles étaient nos attentes à leur égard. Donc ça a embarqué tout le monde dans la démarche. Ouais, du coup, tout l'écosystème est concerné, en amont, en aval, C'est ça. et vous avez un peu servi d'exemple pour les fournisseurs. C'est pas mal, hein, c'est chouette. Exemple et moteur. Ouais, c'est ça, c'est intéressant. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est le côté, volontariste, en fait, puisque vous n'y êtes pas obligés, de par votre taille, pour le moment. Absolument. Tu évoquais les métiers manuels, ceux qui mettent les pieds dans la boue. Comment cette politique RSE contribue à redonner du sens et de la fierté aux équipes terrain? Déjà, on l'a vu, il y a une montée, de l'intelligence artificielle. Alors forcément, quand on voit les métiers manuels et le fait de valoriser vraiment, les gens pour ce qu'ils font, on se dit: «Waouh, quelle fierté finalement!» parce que c'est ça le but, c'est de rendre les gens fiers de leur métier. J'espère que c'est des métiers qui se perdront jamais surtout. Donc voilà et ça, c'est sûr que c'est indéniable que ce sont nos salariés qui font la richesse de l'entreprise. Et moi, en tant que responsable RSE, je sais que c'est avant tout les salariés qui font la richesse de ma démarche RSE. Moi, je suis juste la chef d'orchestre. C'est pas moi qui vais vraiment faire tout faire. C'est avant tout de la collaboration. Donc c'est là qu'il faut aller chercher la richesse et via la RSE, ça montre que leur métier contribue à plus grand que ça. Ce qui est très satisfaisant, c'est de passer devant un bâtiment avec sa famille et de se dire: «Bah, regardez, moi j'y étais et j'ai contribué à la construction de ce bâtiment-là». Et forcément, c'est quelque chose qui rend assez fier parce qu'on laisse une trace quelque part. On a bâti un truc. C'est vrai. Tout à l'heure, tu nous disais qu'il y a aussi, l'aspect, humain, social. Est-ce que tu aurais des exemples de réalisation, de ce que vous avez pu, changer, mettre en place sur ces aspects-là? Sur le S, de RSE? Ah bah, absolument, déjà le but, c'est de continuer de garder la cohésion d'équipe, ce qui est le ciment de l'entreprise, si je peux me permettre le petit jeu de mots. Oh là 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 là! Ouais. Donc ce qui est intéressant, c'est justement de faire plein de social, c'est-à-dire, de se rassembler et notamment, nous, on veut garder les traditions du BTP en organisant des premières pierres où on va inviter pas mal des salariés à assister, à la fin du gros œuvre notamment et on va avoir aussi les gigobitumes. Les gigobitumes aussi pour la fin du gros œuvre qui sont assez intéressants, où on va, manger tous ensemble autour d'une table, de façon très conviviale et c'est une tradition dans le BTP donc ça permet de garder les traditions d'un secteur d'activité et en plus de regrouper tous nos salariés, qu'ils travaillent dans un bureau ou qui travaillent directement sur le chantier. On va avoir plein d'autres actions. On a notre patron, qui organise de temps en temps des déjeuners pizza où on mange des pizzas tous ensemble. On va avoir aussi le cas où notre patron offre des bouquets de fleurs pour chaque salarié, qu'il soit homme ou femme, pour la Saint-Valentin. Donc on a tous eu notre petit bouquet. Les salariés de l'entreprise étaient vraiment ravis. Donc ça a été un moment de cohésion assez sympathique. Et donc on va aussi avoir l'aspect féminisation du secteur aussi, par exemple, où on va faire des actions, moi-même notamment, via l'association Elle Bouge, pour sensibiliser les jeunes, et notamment les jeunes femmes, à choisir des métiers qui sont dans le secteur du BTP. Puis on a une action qu'on a fait il y a très peu de temps, en collaboration avec la Fédération française du bâtiment. Nous avons fait les coulisses du bâtiment. Ça se passe chaque année. En fait, nous ouvrons nos chantiers au grand public. Donc nous avons ouvert à des demandeurs d'emploi, à des lycéens, des collégiens, à des CFA du BTP professionnels avec des élèves qui étaient très avides de savoir et très curieux. Et on a pu vraiment montrer les coulisses du bâtiment, comme ça s'appelle, en montrant l'intérieur d'une base vie, en leur montrant comment on dirige un chantier, comment on coule certains murs et certains éléments, avec la grue qui tourne, le chef de chantier qui parle dans son talkie-walkie. On était vraiment dans l'ambiance, c'était très sympa. Et on a pu ouvrir notamment aussi à nos clients, certains de nos clients sont venus. On a eu des partenaires financiers qui sont venus.
On a vraiment ouvert le public à beaucoup de monde et donc ça sensibilise vraiment sur comment on construit un bâtiment, comment ça se passe dans les coulisses. Et c'est ça qui intéresse les gens et qui les intrigue tout particulièrement. Comment ça se passe? Et c'est des personnes qui sont extérieures au secteur, donc du coup, ils ont pu se rendre compte, comment on construit, comment un bâtiment sort de terre. Et c'est un sujet qui est très passionnant Ouais, c'est passionnant. et qui est surtout très satisfaisant pour la curiosité. Ah, c'est clair. Et du coup, vous avez suscité des vocations avec ça? Mais j'espère! J'espère que nous avons suscité des vocations. Ça marche. Ma dernière question, c'est, quelle est ta feuille de route? C'est quoi les prochains, chantiers RSE de SNRB? Tout simplement, ça serait, améliorer notre impact carbone et la décarbonation de l'entreprise. On a mesuré notre impact carbone. Le but, c'est de l'améliorer maintenant, tout simplement. Donc c'est, peut-être, optimiser, nos procédés constructifs, notamment avec, cette fameuse formation en construction en chanvre, notamment, par exemple. Utiliser plus de matériaux biosourcés, peut-être plus de bois avec des vraies certifications où on sait d'où ils proviennent. La pierre de taille, par exemple. Peut-être revenir à des choix architecturaux et constructifs, plus nobles aussi, peut-être, plus naturels aussi, sans renier bien entendu le béton, hein, qu'on peut optimiser, en faisant du béton bas carbone, par exemple, hein, bien entendu. Je vais avoir aussi mettre en place plus de réemploi sur nos chantiers, de façon plus régulière. C'est encore assez difficile à mettre en place, il faut l'avouer. Donc le but, c'est de trouver le bon compromis pour que ça puisse se faire sur le long terme. Et puis on va mettre en place aussi, je l'espère, et j'y crois fort, la VSME, qui est une norme comme la CSRD, mais en version volontaire pour les PME, donc plus adaptée à nous. D'accord. Voilà. Donc le but, ça serait de mettre en place cette norme qui est beaucoup plus exigeante, notamment sur les aspects sociaux, environnementaux, où on a beaucoup plus de choses à témoigner et à montrer, avec plus d'indicateurs, plus de chiffres. Mais j'ai envie quand même de l'adapter à notre entreprise et de garder le côté très humain de notre entreprise en montrant vraiment tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire le social, l'environnement, toutes ces belles actions. Parce que j'ai pas envie que cet aspect trop protocolaire entache et ternisse un petit peu notre super image plus conviviale et plus humaine. Mmh. Merci Sandra. Je te propose maintenant de passer aux questions signatures du podcast. Super. Alors ma première question, c'est comment fais-tu ta veille? Parce que j'imagine que justement là, les normes évoluent, il faut toujours se tenir au courant, il y a des trucs à savoir. Comment tu fais? Alors, la veille informationnelle, tout d'abord, c'est je veux rester connectée sur les sujets RSE. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Comment je peux faire évoluer l'entreprise et mes actions? Donc, je vais tout d'abord me renseigner sur les médias spécialisés qui parlent de RSE, pas exclusivement de RSE dans le secteur de la construction. Je me cantonne pas qu'à ça, je suis un petit peu curieuse, je l'avoue. Je vais suivre des comptes et réseaux qui valorisent la RSE, notamment sur LinkedIn. Je vais faire un benchmark des actions de nos concurrents. Que font les grands groupes? Parce qu'en effet, ils ont beaucoup de budget, ils ont beaucoup plus de normes et d'obligations que nous. Donc parfois, ils sont peut-être en avance sur nous. Donc c'est peut-être le moment de savoir ce qu'ils font et peut-être d'améliorer un petit peu, ou de concurrencer, de challenger, ou même parfois de s'inspirer de façon très positive, tout simplement. Il va y avoir aussi plein d'autres façons de faire sa veille, hein. Je vais rester informée sur les nouvelles normes. Je vais, en moyenne, passer 30 minutes par jour à chercher qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Par exemple, je vais aller sur mes sujets de prédilection. J'ai une notice en interne avec tous les sujets de prédilection que je mène en RSE. Par exemple, je vais me dire, tiens, aujourd'hui, je vais aller voir la biodiversité et je vais aller me renseigner sur les entreprises engagées pour la nature, par exemple. Je vais aller sur certains blogs. Je vais parfois même sur mon temps perso, quand je suis dans le train, je regarde le paysage défiler et en même temps, de temps en temps, je lis quelques articles. Puis je fais des captures d'écran que je relis le lendemain au travail. Donc voilà, ça se passe tout le temps, quotidiennement. C'est vraiment au feeling et quand on sent une motivation et une envie de créer. Et comme tu es responsable communication aussi, j'imagine que cette veille, tu la partages peut-être en interne, tu as un canal de diffusion? Alors, j'ai pas tout à fait un canal de diffusion, mais j'utilise mon tableau d'affichage à l'ancienne dans le réfectoire. D'accord. En disant, bah, il y a ça qui va arriver, on va agir sur ça. Et en interne, pour notre process qualité, on tient une sorte de notice de veille informationnelle des nouvelles normes qui sont sorties qui pourraient avoir un impact sur notre entreprise. Et toutes ces choses-là, en fait, on les liste. OK, très bien. Quelle est la formation qui a eu le plus d'impact sur toi et pourquoi? La formation qui a vraiment eu le plus d'impact, franchement, ça a été mon BTS, parce que ça a été un BTS très technique, c'était en maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques. Donc je réparais les chaudières et les climatisations chez les particuliers.
C'est vrai que c'est pas commun et ça a été très enrichissant. Déjà, j'ai pu rencontrer énormément de monde, voir énormément de choses, une diversité de choses complètement folle avec des informations mais partout. Donc ça a ravi ma curiosité du coup et ça m'a énormément challengée. J'étais la seule femme sur une promotion de 60 hommes. Oui. Donc forcément, c'est formateur, hein, parce qu'il y en a qui sont sympathiques mais pas tous malheureusement. Il a fallu peut-être enlever un petit peu de douceur à mon caractère pour pouvoir jouer des coudes et m'imposer. Quitte à parfois faire quelques sales coups, malheureusement, mais ça fait partie du jeu, que je regrette pas du tout d'ailleurs, parce que ça a été formateur et pour moi et pour la personne en face. Et c'est ce qui m'a aussi mobilisée à faire de la RSE et me dire j'ai envie d'apporter de la bienveillance, parce que 5 ans d'études avec beaucoup d'hommes, ça m'a un petit peu aigri. Je voulais apporter plus d'humanité et je me suis dit mais pourquoi pas en apporter directement dans mon milieu professionnel, au quotidien. Donc ça m'a beaucoup marqué et puis c'était aussi très technique, hein. J'ai appris à souder, j'ai fait de la plomberie, j'ai dû porter des bouteilles de gaz qui faisaient 40 kilos. Enfin j'ai énormément galéré et ça a été énormément formateur et c'est ce qui m'a montré que il fallait toujours rester positif, il fallait jamais abandonner et c'est du coup des valeurs professionnelles qui me sont très utiles pour faire de la RSE et pour diriger la RSE de manière très positive sans jamais abandonner et trouver toujours plein d'alternatives pour arriver à nos fins, peu importe le moyen, voilà. Si tu pouvais donner un seul conseil à un DRH ou un responsable formation qui, du coup, est dans une PME et voudrait implanter une culture RSE, tu lui dirais quoi? Je lui dirais tout simplement de s'imprégner de ce qui se passe dans l'entreprise, les flux internes de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Qui sont les leaders? Qui sont les plus impliqués? Qui sont les plus réfractaires? Quel sujet de prédilection les salariés aimeraient porter dans l'entreprise? Et à partir de tout ce cocktail-là, je pense qu'on peut commencer à créer une démarche, à instaurer quelque chose, soit à proposer ces choses-là à un cabinet de consulting externe, soit le faire soi-même, en s'aidant un petit peu pareil, en faisant un benchmark de concurrence et en adaptant à sa propre entreprise. Donc pour moi, pour le RH qui veut se lancer là-dedans, n'hésitez pas à aller à la rencontre des salariés, à leur poser plein de questions, à aller à la machine à café parce que c'est là où on entend les choses les plus croustillantes. Donc forcément, je pense que c'est ce qui peut être le plus intéressant. Et pour finir, quelle actu récente ou prochaine aimerais-tu partager avec nous, Sandra? Nous organisons une color run et c'est ce que j'aimerais partager avec nos auditeurs. Donc c'est une color run inclusive qui a pour but d'avoir un village handicap et handisport composé de stands pour le dépistage du diabète, AVC et VU. Le but c'est de sensibiliser réellement à la cause du handicap et de faire un super événement coloré et très chaleureux où tout le monde pourra courir. Super. Et à certains moments dans la course, on pourra être aspergé de poudre colorée. Donc cet super événement sponsorisé par SNRB sera le 30 mai à Deuil-la-Barre, qui est une ville située dans le 95. C'est la 3e édition de cet événement et c'est un événement qui est festif, sportif et on compte sur votre présence. Parfait. On mettra les coordonnées dans les notes de l'épisode. Alors, on arrive à la fin de l'épisode justement, Sandra. Je vais te remercier pour ce que tu nous as partagé, les exemples, la démarche en 4 étapes, j'ai bien noté. Je retiens que pour toi, il y a une partie un peu liée à l'environnement, mais aussi au social qui est mise en place chez SNRB, que la formation est considérée comme un levier de performance et de motivation, et qu'il y a des événements festifs comme les premières pierres, les gigobitumes, la visite des coulisses du bâtiment. Ça donne envie d'aller voir ce qui se passe parce que personnellement, je ne connais pas et je serais très curieuse d'aller visiter un chantier comme ça. On peut te réserver une place. Ah volontiers. Et je note aussi qu'il y a pas mal d'essais qui sont faits avec, par exemple, les constructions en chanvre, l'utilisation de pièces de réemploi sur les chantiers. Donc, des démarches qui sont tentées et plein d'autres à venir. Et puis, bien sûr, cette color run que tout le monde attend. Exactement. Merci pour cette invitation, Delphine, dans ton podcast Skill Me Up. Et puis, je suis ravie d'avoir pu donner un petit peu les coulisses du métier de responsable RSE et communication chez SNRB. Super. On se revoit bientôt, en tout cas le 30 mai. Exactement. On va dire qu'on se donne rendez-vous le 30 mai à Deuil-la-Barre. Ça permettra de visiter. J'ai jamais fait de color run, donc je serais ravie de pouvoir participer. J'espère te voir là-bas aussi. Ah ça c'est sûr, j'y serai. Merci beaucoup Sandra. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a inspiré. S'il t'a plu, pense à ajouter plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute.
Et si tu veux booster ta stratégie de formation, contacte-moi sur LinkedIn. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, abonne-toi, belle journée et à très vite.